On va passer une petite heure ensemble autour de la question de l'eau. On parle aujourd'hui beaucoup de changement climatique, de régénération des sols, de carbone. Avant de parler de tout ça, on oublie souvent un facteur, l'eau. Et l'actualité là, pour nous le rappeler, on a aujourd'hui beaucoup trop d'eau. Dans quelques semaines, quelques mois, on n'en aura peut-être pas du tout. Et donc, en fait, c'est vraiment une question centrale. Je vous donne quelques chiffres. J'aime bien les chiffres pour introduire. L'agriculture mondiale prélève 70%, 72% pour être précis, de l'eau potable sur la planète pour produire. C'est 40% en Europe, mais 80%, voire 90% dans les pays méditerranéens. Et ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est que la moitié de notre alimentation, 48%, repose sur les 22% de terres irriguées, pour vous montrer en fait à quel point la question est importante. Et il faudrait rajouter en corollaire de tout ça, puisqu'on va parler de sol. Depuis la Révolution verte, nous avons augmenté la productivité de l'agriculture par 3, ce qui nous a permis de nous multiplier. Quand on nourrit bien des animaux, les populations se développent correctement. Mais pour ça, nous avons divisé par 2 la fertilité organique des sols. Et donc, pour parler de ça, j'ai l'honneur, grâce à la demande de Jérôme, d'animer cette table ronde sur ces sujets-là. Et d'abord, on est très honoré d'accueillir Éric Orsenna. Je ne sais pas si c'est utile de le présenter, de l'Académie française. Et pourquoi Éric Orsenna et l'eau? Parce que ce monsieur, il y a 20 ans, il me semble, 2006, voyage au pays du coton, petit précis de mondialisation, avait commencé à alerter en fait sur ces problématiques d'eau. J'ai l'impression, en parcourant la bibliographie d'ailleurs, que l'eau est un peu centrale dans votre œuvre. Vous nous en direz peut-être un mot. Et vous avez récidivé en 2022 avec un ouvrage encore sur l'eau. Et puis dernièrement avec Julien de Normandie, un ouvrage pour nourrir sans dévaster. Voilà. Donc Éric Orsenna qui va apporter un petit peu sa vision globale dont on a besoin. Il y a évidemment Jérôme Leroy qui est le fondateur de WINAT, dont nous reparlerons, et qui est accessoirement le président de la ferme digitale qui nous accueille. Un grand merci Jérôme et merci pour ta confiance. Nous avons aussi Paul Danegassa de Maïsadour qui va nous ramener un petit peu les pieds sur terre. Éric va nous faire voyager, va nous faire prendre de la hauteur. Paul, lui, il va nous réancrer dans la problématique d'un territoire, le sud-ouest, sur lequel les problématiques de l'eau sont réellement préoccupantes. Donc nous en reparlerons. Et puis nous avons Bastien Sachet, qui est le CEO de Earthworm Foundation, une fondation suisse qui, alors j'avais noté, tu travailles à l'interface filière territoire-environnement et que tu es un très bon spécialiste en fait de ces questions d'agriculture régénératrice. Et le point à éclairer, ça va être à la fois de comprendre quelles sont les pratiques qui nous permettent de mieux gérer l'eau et quelle est ta vision sur les filières agricoles, l'ensemble des acteurs. Pour commencer, j'ai envie de vous poser la question, Éric. Quels sont tout simplement, en quelques minutes, les enjeux de l'eau sur la planète? C'est quoi le problème? Alors, merci. Il faut d'abord savoir que depuis le début de la Terre, il y a la même quantité d'eau. On ne sait pas trop comment elle est arrivée, mais il y a la même quantité. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens qui doivent se partager la même quantité d'eau. Première chose. Ce n'est pas évident, mais c'est comme ça. Premièrement. Deuxièmement, nous, tous les êtres vivants sont constitués d'eau. Nous, êtres humains à peu près, enfin la plupart d'entre nous ici, sont constitués à entre 65 et 70% d'eau. Troisièmement, toutes les activités ont besoin d'eau. Évidemment l'agriculture, mais pas seulement. C'est-à-dire les mines. Si vous n'avez pas d'eau, vous ne pouvez pas séparer de la gangue le minerai. Ce qu'on appelle l'intelligence artificielle est une des activités qui a le plus besoin du naturel, c'est-à-dire de l'eau, pour produire de l'énergie et pour refroidir les data centers. Donc quand on dit intelligence artificielle, rien n'est plus naturel que l'intelligence artificielle.
Donc tous ces besoins-là sont énormes, avec évidemment des questions de partage. Alors moi, je suis professeur à l'école de guerre. Imaginez les batailles pour l'eau, les batailles pour le Nil, entre l'Égypte et puis l'Éthiopie, entre la Chine qui possède le Tibet et le contrôle qu'elle a sur tous les fleuves qui descendent du Tibet. Je dois vous rappeler qu'à 200 ou 300 millions d'êtres humains près, la moitié des fleuves, la moitié de la planète est irriguée, abreuvée par un fleuve qui descend du Tibet. Et quand la Chine décide de construire un barrage gigantesque sur le Brahmapoutre, ça veut dire que le nord-est de l'Inde aura plus d'eau et sans doute pas non plus le Brahmapoutre. Donc, vous voyez, c'est un enjeu énorme. Et moi, en tant que prof d'économie, je me suis rendu compte, il y a 25 ans, donc, qu'au fond, je ne connaissais pas ces questions d'eau. C'est comme ça que j'ai continué à vous dire. Et dernier point, je voulais vous dire, il se trouve qu'à l'Académie française, je suis au fauteuil de Pasteur, je suis ambassadeur de l'Institut Pasteur, lequel Pasteur disait, nous buvons la moitié de nos maladies. Nous buvons la moitié de nos maladies. Donc, vous voyez ces questions-là. Et au-delà de boire ces maladies, les maladies infectieuses, il en parlait bien sûr, mais il y a d'autres choses. C'est les contaminations de l'eau, et notamment l'antibiorésistance. Parce qu'il n'y a pas seulement les PFAS et autres, il y a toutes ces petites molécules dans l'eau qui s'habituent à muter pour résister aux agressions et qui vont être un des éléments de l'antibiorésistance. Donc vous voyez le dossier. Le dossier, il est gigantesque. Et je reviens au sujet principal ici, c'est que si une plante n'a pas d'eau, elle meurt. Même elle ne se développe pas, elle ne vit pas. Donc l'eau, c'est la vie. Dernier point, parce qu'on ne peut pas m'arrêter, tu m'arrêtes. Je vais y arriver. Ouais, tu vas y arriver, bon courage. Et parce que l'eau, c'est le moteur de la vie, mais c'est en même temps le miroir de nos civilisations. Dites-moi, comment tu gères l'eau? À quel prix? Au bénéfice de qui? Je te dirai exactement dans quelle société tu te trouves. Et l'eau, c'est le partage. Donc l'eau, entre le présent, le futur et les uns et les autres. Et l'eau, c'est vraiment la question de la gouvernance. Donc la question du partage. J'ai épuisé mon temps de parole. Et bien voilà. En fait, je vais vous couper, mais pour vous relancer, parce qu'ici, on est sur la ferme digitale, on parle d'agriculture. La question que j'ai envie de vous poser, est-ce que toutes les régions du monde sont équivalentes? Est-ce qu'elles font face aux mêmes problèmes? La réponse est certainement non. Et quelle est la place particulière de l'Europe et de la France vis-à-vis de ces problématiques d'eau pour l'agriculture? Alors l'eau est complètement inégale. C'est-à-dire il y a des endroits où il y a beaucoup d'eau, une partie de l'Asie du Sud-Est, tout ça, mais beaucoup d'eau en géographie et en période. C'est-à-dire que le résumé un peu de la situation, c'est que les villes se noient alors que les déserts avancent. C'est ça ce qui se passe. Regardez l'Espagne, regardez ce qui s'est passé. L'Andalousie, c'est un désert, et Valence, c'est une piscine. Donc vous voyez ce genre de choses. Donc c'est très compliqué. Et on voit un pays comme le Maroc, qui développe une très grande agriculture, qui est d'ailleurs entre en concurrence avec notre agriculture à nous, voir les tomates chez nous, etc., le Maroc n'a pas d'eau. Donc quand le Maroc nous exporte des tomates, elle exporte une eau qu'elle n'a pas. Oui, c'est ce genre de questions qu'il faut sans arrêt se dire, c'est quoi l'eau, on est où? Enfin, c'est complètement obsédé chez moi, hein. Mais vous inquiétez pas, je suis aussi membre de l'Académie du vin de France. Oui, et dans le vin, il y a beaucoup d'eau, comme on le sait. Évidemment, c'est pour ça qu'on aime tant le vin. Je vais me tourner maintenant vers Paul. On a eu donc en fait effectivement cet éclairage vraiment très global. Maintenant, on va vraiment se concentrer sur un territoire, le territoire de Maïsadour. Et ce territoire est particulièrement touché par les problématiques d'eau. En fait, quelle est la réalité de l'eau et de l'agriculture sur votre territoire? Je vais commencer aussi moi par un chiffre. Aujourd'hui, plus de 50% du département des Landes est irrigué. Donc ça prouve la nécessité de cette eau sur notre territoire. On a des systèmes de production et des filières aujourd'hui qui se sont développés autour des cultures de printemps, notamment le maïs, d'eau Maïsadour. Des cultures aussi légumières et de l'asperge. Donc on a vraiment des cultures qui ont un point commun, c'est qu'elles ont un besoin en eau en période estivale.
période durant laquelle la ressource naturelle est la plus faible. Donc il y a vraiment cet enjeu de l'eau et de cette disponibilité de l'eau pendant la période cruciale. Et aujourd'hui, cet accès à l'eau, c'est vraiment, en termes agronomiques, un besoin de maintien de rendement grâce à cette irrigation et aussi d'un maintien des filières et des systèmes de production qui, sans cette eau, ne serait pas possible. À titre d'exemple, en termes pédologiques, on a toute une part du territoire où on a des parcelles qui ont des réserves utiles de 20 mm. Donc je vous laisse imaginer, 20 mm c'est vraiment très faible et sans eau, ça devient un désert. Et on a des zones géographiques où on a des réserves utiles, j'ai envie de dire conventionnelles. Par contre, vraiment un accès à l'eau qui est limité. Donc vraiment, on a ces deux usages de réserves utiles très faibles, accès à l'eau assez aisé. Par contre, on a aussi réserves utiles plus hautes, mais vraiment accès à l'eau très limité. Donc voilà, on a vraiment un enjeu autour de l'irrigation sur notre territoire. Si je la fais courte, si Maïs Adour veut être là dans les 20, 30, 40, 50 prochaines années, on voit bien qu'il va falloir se poser des questions sur l'eau. En fait, quelle est votre approche pour résoudre la problématique? La première question, est-ce que c'est une approche technologique? C'est-à-dire qu'on est encore dans une agriculture qui a un problème et qui apporte une solution. Donc en fait, on parle d'irrigation. Est-ce que, parce qu'on va développer le goutte à goutte comme les Israéliens, l'irrigation enterrée, etc. Est-ce que ça, c'est la piste de sortie de crise? Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, majoritairement, on est en aspersion, donc en pivot, en enrouleur pour l'irrigation. On a exploré les pistes de goutte à goutte enterrée aujourd'hui, comme ça peut être fait ailleurs dans le monde. Un des premiers freins, c'est le prix d'accès à ces solutions-là. Aujourd'hui, c'est 2 fois plus cher qu'un pivot, c'est beaucoup plus cher qu'un enrouleur. Donc effectivement, il y a de l'efficience de l'eau à aller chercher, mais à quel prix? Et le deuxième levier chez nous, c'est le levier agronomique. Ça implique un changement de pratique assez conséquent, avec un travail du sol plutôt superficiel, pour ne pas endommager le goutte à goutte qui est enterré. Et il y a aussi l'aspect agronomique avec les pratiques de récolte, de culture de printemps qui peuvent être faites parfois en conditions de ressuyage un peu compliquées, notamment pour des productions contractuelles avec des dates de récolte imposées et qui pourraient aussi endommager ce type d'installation. Donc on s'est penché aussi vers le levier modulation. Aujourd'hui on a des diagnostics de sol qui nous permettent de connaître précisément la réserve utile suivant où on est situé dans la parcelle. Et de piloter finalement différemment suivant le type de réserve utile où je me trouve dans ma parcelle et d'avoir des apports en eau différenciés. Un des freins aussi, c'est l'accès à la technologie avec des pivots ou des enrouleurs qui coûtent plus cher pour accéder à ce type de technologie. Mais effectivement, l'innovation, quand son prix aura diminué, pourra être une réponse et une substitution à peut-être de l'irrigation par aspersion qui aujourd'hui effectivement possède une part d'évaporation quand on fait un apport en eau. Donc en fait, il y a un pilier agronomique sur lequel en fait on reviendra par la suite. On a parlé de technologie et on va parler d'optimisation technologique. Il y a aussi un sujet qui est difficile, c'est la question de la circulation de l'eau et du stockage, des usages de l'eau dans un territoire. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais on voit que ce sont des sujets très conflictuels, mais ça dépasse un peu le cadre de l'agriculture. En tout cas, en ce qui concerne le meilleur usage de l'eau, je crois qu'en fait vous avez fait appel à Winat. En gros, qu'est-ce que vous êtes venu chercher comme solution et qu'est-ce que ça apporte concrètement comme réponse à la crise, justement pour optimiser ces usages de l'eau? Il y a 2 leviers aujourd'hui, alors je ne vais pas m'étaler parce qu'on va en parler après, mais il y a le levier agronomique, effectivement, comment je stocke mieux mon eau dans le sol. Le premier stockage de l'eau, il est dans le sol. Il y a le débat aussi sur le stockage hivernal de l'eau hivernale. Un petit chiffre aussi, il est tombé 300 mm dans le sud-ouest depuis le 1er janvier. Donc de l'eau en excès et qu'aujourd'hui on ne retient pas. Donc il y a des choses à creuser sur des retenues en eau déconnectées de nappes phréatiques ou déconnectées de cours d'eau pour venir... on a l'impression que les Landes c'est un territoire très plat. On a aussi des vallées quand même chez nous. Et dans ces bassins versants, on serait capable de stocker de l'eau qui ruisselle pour remplir des retenues l'hiver et pour utiliser cette eau finalement l'été. Même question Jérôme, en fait, comment les solutions que vous apportez sont-elles capables de répondre à ces problématiques en fait, de pilotage fin de l'eau? On sait qu'avec le changement climatique, dans la majeure partie de nos régions, on va avoir plus d'eau en hiver, c'est ce qu'on est en train de vivre, et moins d'eau en été. En quoi les solutions que vous développez sont une réponse
avant qu'on aborde la question de la régénération, sont une réponse immédiate et concrète à ces problèmes d'irrigation? Nous, on s'est concentré sur le besoin de l'agriculteur, c'est-à-dire le métier et le quotidien de l'agriculteur, qui peut vivre des années avec excès, des années avec des gros stress hydriques, et qui, après une année soit d'excès, soit de trop-plein, va générer des pertes sur son exploitation. Donc il va vouloir comprendre qu'est-ce qui se passe dans son sol. Donc nous, il y a 10 ans, on a commencé à leur proposer des capteurs qui leur permettaient de suivre à différentes profondeurs, à 20 cm, à 10 cm, jusqu'à 60 cm, même jusqu'à 1,20 m. Il y a des cultures où les racines vont jusqu'à 1,20 m, pour suivre la quantité d'eau dans le sol. Et en fonction du stade de développement de la plante, quel est le besoin en eau de la plante et à quel moment. Et donc on s'est concentré pour faire le lien entre la donnée mesurée par le capteur et la restitution de cette donnée dans une application mobile. Donc on s'est aussi focalisé sur l'expérience utilisateur. On a fait en sorte que pour l'agriculteur, bien comprendre ce qui se passe dans son sol, ce soit facile à lire, facile à interpréter pour lui faire gagner du temps, gagner de l'efficacité et enfin, bien évidemment, économiser de l'eau. Et donc sur l'application Winat, il va retrouver le niveau de ressources en eau du sol. Il va retrouver à quel stade de développement est ma culture. Et on va en générer ce qu'on appelle un bilan hydrique. C'est-à-dire au fur et à mesure que la saison avance et qu'il pleut, que la température chauffe et que de l'eau s'évapore, la plante va avoir besoin d'un certain nombre de millimètres d'eau. Donc nous, on s'attache à fournir à l'agriculteur un besoin en eau théorique qu'il doit se charger d'apporter, si ça ne provient pas de la pluie. Et ça permet, sur des systèmes d'irrigation, qu'ils soient goutte à goutte, enrouleur ou pivot, d'arrêter le système et de le rallumer, de programmer 20 mm, 30 mm ou 10 mm s'il y a besoin que 20 mm, on n'en met pas 30. Et surtout, quand on est en goutte à goutte sur des vergers par exemple, de couper l'eau pendant 2 heures dans la journée, puis le rallumer pour garder au niveau du bulbe une certaine forme d'humidité qui est utile pour la culture. Sur les grandes cultures, c'est différent. On va parler plutôt de tours d'eau. Et donc bien optimiser sur un tour d'eau, la gestion des apports d'eau va permettre, dans certains cas, carrément d'économiser, pourquoi pas, parfois une semaine d'irrigation. Entre 4 jours et 7 jours, on sait que c'est pour l'agriculteur énormément de temps, énormément d'énergie. On vient pomper l'eau, on utilise de l'électricité, on utilise des ressources fossiles. Et donc, nous, on s'est chargé à la fois de l'aider dans son quotidien, mais aussi de lui permettre d'économiser non pas que de l'eau, mais aussi des ressources fossiles, son temps, de l'énergie, afin qu'il fasse autre chose et qu'il puisse piloter son exploitation, s'occuper de son sol. Alors ça n'arrive pas tous les ans, mais quand un agriculteur gagne un tour d'eau entier, ça fait 4 jours, ou entre 4 et 7 jours selon les tours d'eau, de tâches difficiles en moins à faire. Et ça peut générer entre 20 et 30% d'économie d'eau. C'est ce qu'on a en moyenne généré quand on interroge nos agriculteurs. Et donc on va, selon les zones, positionner des capteurs qui vont suivre et mesurer la tension des sols, d'autres qui vont être capables de mesurer à 10 cm, à 20 cm et combien d'eau il y a dans mon sol pour que l'agriculteur puisse préserver en permanence l'eau utile à la plante et éviter d'en mettre trop ou pas assez. Et ça génère aussi de l'homogénéité. Un des autres problèmes n'est pas le stress, il y a le stress, il y a le rendement et la productivité de l'exploitation. L'autre élément, notamment pour les semenciers, c'est l'homogénéité d'une culture, sa qualité. Trop d'eau, c'est pas bon. Pas assez d'eau, ça génère des stress hydriques répétés qui ont un impact sur le rendement. Et bien apporter de l'eau sur une surface entière, sur une parcelle entière, en connaissant les hétérogénéités parcellaires et le type de variété qu'on va utiliser, la semence qu'on va utiliser, permet d'avoir une bonne homogénéité pour pouvoir livrer les usines au bon moment, au bon endroit, avec le bon taux de matière sèche. Merci Jérôme. J'ai envie de me tourner vers Bastien. En fait, là, on a vu un exemple très local et très concret du sud-ouest, qui est une des zones vraiment très en tension. Bastien, toi, tu parcours un peu la planète parce qu'en fait, vous suivez dans un grand nombre de pays des projets centrés autour de l'agriculture et de la durabilité. En termes, en fait, concrètement, comment toi, tu vois la place de l'agriculture européenne et de l'eau, les problématiques qu'on a abordées, avec les problématiques d'autres régions, en fait. Et en fait, quelles sont les solutions qu'on peut y apporter
juste du point de vue là, de l'irrigation et de l'eau, sans rentrer dans les problématiques de red jag qu'on verra un petit peu plus tard. Ce qu'on voit, c'est que... Alors nous, on travaille peu sur les régions qui sont très arides. Donc c'est pas notre focus puisqu'on se concentre sur la santé des sols agricoles et la protection des forêts. Ce qu'on voit, c'est qu'on parlait de l'Asie du Sud-Est où il y a beaucoup d'eau tout à l'heure. C'est des zones qui souffrent aujourd'hui sur des cultures de tout type, du cacao, de l'huile de palme, du café. Il y a énormément de souffrance sur la question de l'eau. Et ce qu'on voit, c'est que les cycles de l'eau sont très perturbés par la disparition des forêts. Donc ça, c'est quelque chose qui est observable partout. Parce que là, on a toujours l'impression que le cycle de l'eau, c'est de l'eau qui sort des océans et qui va tomber sur les plaines. Et en fait, de plus en plus, on s'aperçoit qu'il y a un microcycle de l'eau qui est lié à la présence de végétation, de forêts, même, on va en parler, j'imagine, de couverts végétaux qui font ces allers-retours. Donc plus personne n'est épargné, y compris les zones tropicales, où par le passé, on avait beaucoup d'eau et pas de souci d'eau. Donc cette question se pose absolument partout. Donc tu as lâché le mot, tu as parlé de protection des sols et de la forêt. Et effectivement, pour donner un chiffre, on estime que les 2/3 des pluies locales sont liées à l'évapotranspiration locale. Donc ça, c'est vraiment un point qui est important. Tu as lâché le mot sol. En quoi le sol, la régénération des sols, est un facteur déterminant pour cette question de l'eau? Mais naturellement, le sol se comporte comme une gigantesque éponge. Quand il est sain, quand il est naturel, on voit très très bien dans les forêts à quel point l'eau s'infiltre naturellement et très bien, ne ruisselle pas par rapport à parfois ce qu'on peut voir sur des champs cultivés. Et le défi qu'on a, c'est que beaucoup de nos sols agricoles ont perdu cette capacité d'être une éponge. Et qu'est-ce qui fait que le sol est une éponge? Il y a deux paramètres qui sont liés. D'abord, ça va être les racines qui pénètrent et qui ouvrent le sol et qui créent de multiples tunnels pour faire entrer l'eau. Le plus fameux, c'est le radis qui crée des grands tunnels pour faire rentrer l'eau. Mais après, toutes ces racines, elles vont aussi nourrir toute une vie. On connaît bien sûr les vers de terre, mais il y a tout plein d'autres êtres vivants qui, eux, participent à créer cette toute petite pore, plus ou moins petite, ces galeries, ces tubes, qui vont faire du sol une véritable éponge. Et qui vont créer toute une capillarité qui retient l'eau et qui la rend disponible, ou en tout cas qui joue ce rôle d'amortisseur quand les pluies sont plus violentes. Et donc plus le changement climatique nous génère des pluies qui sont extrêmement variables, extrêmement violentes ou absentes, plus on va avoir besoin de cette capacité d'éponge qui, si on résume, dépend de la capacité à couvrir le sol et à le maintenir en vie de manière régulière. Alors, on le maintient en vie avec des couverts végétaux, mais on le maintient en vie avec des types de plantes qui vont aller plus ou moins profond, et on le maintient en vie avec des arbres également. Et on voit bien dans des régions qui sont pourtant plutôt planes, comme les Hauts-de-France, le nord de France, où les arbres ont complètement disparu, on n'a plus de haies là-bas, on a surtout des éoliennes, et ben on a des problèmes de ruissellement, d'érosion, d'inondation, sur des sols qui sont extrêmement sollicités et parfois trop nus. Alors je vois que Eric a envie d'intervenir. Jérôme? Oui, alors c'est très évidemment clé ce que tu racontes. Il y a aussi un autre point qui m'a fasciné. Il y a le mécanisme des rivières volantes. Et ça, quand on voit le Brésil et l'Amazone, il se trouve que j'ai une grande partie de ma famille brésilienne, donc je suis ces affaires-là très directement. On se demandait pourquoi il y avait autant d'eau dans la région de São Paulo. Eh bien, cette eau, figurez-vous, ça vient de l'Amazone. Et ça ne vient pas de l'Amazone parce qu'il y aurait des affluents qui couleraient partout. C'est que comme il y a de la transpiration, l'évapotranspiration au-dessus de l'Amazone, vous avez en situation de vapeur des sortes d'énormes lacs qui sont au-dessus de l'Amazone. Et quand vous avez un vent du nord, ce vent du nord pousse ces sortes d'étangs gazeux vers le sud, et quand les conditions de température et de pression changent, ça dégringole en termes de pluie. Donc c'est vraiment ça. C'est pour ça que c'est fascinant l'eau, par sa complexité, parce que c'est par en dessous, c'est par au-dessus, et que quand on me disait que, et ça c'était des zones où tu vas, que j'alertais pour les menaces qui pèsent sur le fleuve Niger.
voyez dans quelle situation est ce Sahel. Bon, et je disais, si on tue la forêt d'où vient le fleuve Niger, le Fouta Djallon, ça va être dramatique. On a dit bien sûr ça va être dramatique. Mais tu oublies un truc. Au mois de mars, au-dessus du Tibet, tant qu'il y a de la glace, il y a un jet stream qui vient à 30-40 km/h. Et ce jet stream, il est contraire aux jet stream traditionnels qui vont d'ouest en est. Celui-là, il va d'est en ouest. Il passe comme ça, il naît à partir du mois de mars, il avance vers l'ouest, et quand il rencontre la très grande chaleur de l'Afrique de l'Ouest, ça devient des précipitations, on appelle ça la saison des pluies, qui n'ont absolument rien à voir avec le fleuve lui-même. Donc vous voyez tous ces mécanismes. C'est pour ça qu'on ne comprend pas l'eau si on n'a pas 3, 4, 5, 6, 7, 8 spécialistes qui travaillent ensemble. L'eau, c'est le lien, pas seulement dans la nature, mais aussi dans la tête. Très intéressant, et ça fait une transition. En fait, on voit qu'on est tous interconnectés, c'est le changement climatique, c'est-à-dire que les pratiques des uns impactent les autres. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, pour venir relocaliser et pour revenir à cette histoire d'évaporation locale, concrètement en France et en Europe, puisqu'on est dans le même bateau, quels vont être les leviers que doit actionner l'agriculture pour arriver à gérer l'eau? La clé, c'est oui, il y a un changement climatique global, mais est-ce qu'en fait, on peut orienter la météo locale et la circulation de l'eau? Et quels sont donc les outils techniques que doit développer l'agriculture pour répondre à ces challenges? Alors tu me regardes avec une question qui est très compliquée, mais en tout cas, je vais partager ce qu'on essaye de faire à notre échelle aujourd'hui dans l'état actuel des connaissances. En utilisant aussi l'intuition que mentionnait Eric, de dire il y a certainement un petit cycle de l'eau, et plus on va avoir de végétation, plus on va avoir d'évapotranspiration, c'est quand même logique et à travailler. Mais c'est d'ailleurs un sujet qu'on commence à traiter avec Maïs Adour, puisqu'on travaille dans la région. Et autant que parfois on parle d'agriculture régénérative en parlant du carbone et on se concentre sur ces sujets-là, autant quand on parle d'agriculture régénératrice dans le sud-ouest, c'est l'eau qui vient en premier. Ce qu'on peut faire, il y a deux choses. Il y a au niveau de l'agriculteur et au niveau autour de l'agriculteur, pour revenir sur ce qu'on disait de travailler ensemble. Bon, à l'échelle de l'agriculteur, et je pense que Mathieu, je sais que tu es modérateur, mais tu pourras compléter également, c'est encore une fois faire vivre le sol. Planter et garder le sol couvert au maximum, le plus longtemps possible, parce que c'est ça qui va créer de la vie, c'est ça qui va nourrir la vie dans le sol, c'est ça qui va faire que le sol est une éponge. Je simplifie, il y a plein de déclinaisons de comment faire ça dans les différentes régions, mais c'est ça. Et remettre des arbres autour des parcelles, dans les parcelles, dont les racines, dont l'évapotranspiration sont plus puissants que celles des plantes qu'on cultive. Et donc qui ont un pouvoir de barrage à l'érosion, de rétention, de pompage aussi, qui est très supérieur. Donc ça, c'est les deux leviers clés. Après, ce qui me semble très important, c'est de décloisonner la réflexion agricole d'une réflexion simple de matières premières. Et aujourd'hui, alors, ce qui est intéressant avec l'agriculture régénératrice, c'est qu'on passe de la culture à l'exploitation agricole. On ne parle plus juste de la culture du maïs, on parle de toutes les cultures de l'agriculteur et on parle de son sol. Donc déjà, ça c'est un premier pas qui est très grand et qui, à mon avis, est nécessaire pour qu'on puisse résoudre cette problématique de l'eau. Au-delà de ça, ça c'est une discussion qu'on peut avoir avec les filières, avec les chaînes de valeur, avec les entreprises, mais au-delà de ça, il y a tout un ensemble d'acteurs qui aujourd'hui sont à la peine sur le sujet de l'eau et qui sont souvent en conflit avec l'agriculteur. Les agences de l'eau, les syndicats, les zones de captage, tous ces acteurs, ou parfois ceux qui gèrent les fleuves, comme on en a un exemple avec la Compagnie du Rhône, ils se retrouvent à gérer les conséquences d'une non-gestion de l'eau à la parcelle agricole ou à l'exploitation agricole. Et ça leur coûte des millions d'euros, ça nous coûte à tous, les citoyens, des millions d'euros. Et ça, ces acteurs-là, en fait, on s'aperçoit qu'ils sont très prêts à venir travailler avec l'agriculteur. Donc, je dirais qu'une des réponses à ta question, c'est travailler sur les pratiques à la ferme et travailler sur comment on reconnecte l'exploitation agricole à son territoire et notamment aux acteurs qui gèrent l'eau. Eh bien, ça me permet de passer la parole à Paul avec un exemple très concret. Pourquoi, en fait, Maïs Adour a fait de l'agronomie et de la question des sols un sujet central de ce point de vue-là? Et en fait,
quel est le programme de déploiement? Comment est-ce que vous comptez faire pour que les sols de vos territoires redeviennent d'une part des réservoirs d'eau et deuxièmement, je l'ai compris, des évaporateurs et des refroidisseurs et une mini Amazon locale? Ouais, effectivement, c'est des travaux qu'on a engagés à ce jour avec Earthworm. L'ambition, c'est de tester le modèle à grande échelle, d'avoir des fermes pilotes pour pouvoir vulgariser un peu tout ce qu'on échange aujourd'hui. Donc l'ambition, c'est d'avoir 300 exploitations agricoles, ça représenterait environ 30 000 hectares. De mise en pratique du coup de pratiques d'agriculture régénératrice. Et l'objectif, c'est ça, je ne vais pas redire ce qu'a dit Bastien, mais c'est de travailler sur l'agronomie, mieux comprendre le sol, s'en servir comme un support qui infiltre l'eau, qui est capable de restituer l'eau à ma culture et travailler sur tous ces éléments-là. Je ne l'ai pas forcément dit tout à l'heure, mais aujourd'hui on a un peu plus de 500 capteurs WINAT sur notre territoire qui nous permettent d'avoir vraiment une vue parcellaire du pilotage d'irrigation. Sur ces 500 capteurs, il y en a à peu près la moitié qui sont des capteurs d'irrigation, donc vraiment pour avoir ce pilotage parcellaire. Et aussi du bilan hydrique qu'on travaille historiquement depuis très longtemps avec Irélis d'Arvalis, qui aujourd'hui se retrouve dans l'application de WINAT par simplification aussi d'usage aux agriculteurs, avoir une interface unique qui me permet de gérer l'eau et de gérer la météo, j'ai envie de dire, à l'échelle de mon exploitation. Et donc en fait j'ai envie de te passer la parole, Jérôme, sur ce sujet. On a parlé tout à l'heure de la gestion en fait par des sondes. C'est sans doute très compliqué, mais c'est une approche basique, classique. En fait, on rend un service, on augmente l'efficience de l'eau. En fait, quelle est toi ta vision sur la connexion justement entre l'eau et le sol, puisque vous êtes en mesure aujourd'hui de mesurer en temps réel l'état d'humidité des sols, et on sait que évidemment ça va être lié à la profondeur, à la texture, mais aussi en fait à la teneur en matière organique, aux pratiques qui sont mises en place, à la structuration des sols. Et en fait, comment est-ce que vous voyez les choses? Je crois que vous avez déployé un programme qui s'appelle Soil Vision, justement. C'est quoi le projet et comment est-ce que vous le développez? Alors le projet, après avoir équipé des dizaines de milliers d'agriculteurs et après les avoir écoutés sur les besoins en gestion de leurs parcelles, on s'est rendu compte que la problématique pour des utilisateurs comme Maïsadour se passait à l'échelle d'un territoire. Et donc, on a voulu aussi, comme toujours chez WINAT, travailler sur la qualité. Et donc, on a voulu contrôler que la donnée qui provenait de nos capteurs nous permettait de faire des prévisions justes et fiables. Et donc, on a fait des analyses de sol. C'est-à-dire, en complément des capteurs qu'on positionne dans les parcelles, on fait plusieurs milliers d'analyses de sol par an pour vérifier et calibrer nos modèles de prévision du stress hydrique. Et donc, en croisant les données de ces dizaines de milliers de capteurs présents dans 9 pays en Europe, avec des milliers d'analyses de sol par an, dans des endroits où on a des capteurs et des images satellites, notre projet et notre vision, c'est d'être capable d'aider l'agriculteur, même dans des endroits où il n'y a pas de capteurs, de pouvoir avoir une première idée de combien il y a d'eau dans son sol, quelle est la situation hydrique du sol. Ça, c'est pour permettre de diffuser l'innovation et la connaissance à grande échelle, parfois même à des endroits où il n'y a pas de capteur, mais même le capteur est utile pour créer ce réseau. Et notre deuxième élément, c'est de pouvoir aider tous ces programmes d'agriculture régénératrice, qui sont très complexes, avec beaucoup de nouvelles pratiques agronomiques, à suivre dans le temps l'évolution de ces pratiques, en essayant de mixer ces analyses de sol, ces données de capteurs et ces données satellites, et les différentes pratiques, en comparant des pratiques avec d'autres, pour pouvoir expliquer et rassurer, on va dire, une filière sur sa progression dans sa capacité du sol à mieux utiliser l'eau. Alors la question qui me brûle les lèvres, en tant qu'opérateur de terrain, vous avez fait des dizaines il y a des milliers d'analyses, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ressort? Qu'est-ce que vous trouvez? Est-ce qu'il y a des différences qui sautent aux yeux ou pas en fonction des systèmes culturaux est-ce que vous avez trouvé quelque chose? On a commencé à trouver des choses quand on met des capteurs dans une parcelle en agriculture régénératrice ou une parcelle en conventionnel, ou avec Mycophyto, mon ami Mycophyto que tu connais aussi bien, une parcelle
traité avec des champignons mycorhiziens, on a pu mesurer que le sol générait une capacité supérieure de 20% à conserver l'eau. Donc une parcelle, alors je ne parle pas encore de nos essais en agriculture régénératrice, mais plutôt là sur l'exemple mycophyto, un sol non traité par des champignons mycorhiziens et un sol traité avec des champignons mycorhiziens sur de la vigne va retenir 20% en plus d'eau. Et donc toute notre ambition, c'est d'essayer de pouvoir aider ces filières à suivre dans le temps la capacité du sol à retenir cette eau. Donc en fait, en tant qu'agronome, ce que j'entends, c'est qu'un sol qui est actif biologiquement est en mesure évidemment de retenir l'eau. On a parlé de territoire beaucoup, du sud-ouest qui ne va pas être la même situation que dans le nord, etc. J'aimerais t'entendre, Bastien, sur la question des filières, parce que c'est en fait, vous vous présentez comme le ver de terre qui connecte des univers différents, de haut en bas, de droite à gauche. On parle aujourd'hui beaucoup de changement climatique et de décarbonation de l'agriculture, et c'est vrai que c'est un sujet qui est indispensable, mais ça a été répété, il n'y aura pas d'agriculture sans eau, et l'eau sur des sols mal organisés est même en fait provoque des dégâts considérables et même un facteur aggravant. Et je t'ai entendu dire il y a 2 jours que pour toi, en fait, la clé notamment des paiements pour services environnementaux, elle passait plutôt sur ces histoires d'eau que sur ces histoires de carbone. Et ben, j'aimerais bien que tu redéveloppes ça pour notre public. Alors, le premier souffle de l'agriculture régénératrice, il a été poussé par le carbone, en effet. L'aspiration globale de plein d'acteurs de dire on va lutter contre le changement climatique, tous à notre échelle, et on va réussir à faire baisser les émissions de gaz à effet de serre. C'est d'une aspiration louable et qui était liée à la prise de conscience du changement climatique. Cependant, avec les élections aux États-Unis et des changements de perspective politique et d'approche de la question climatique, aujourd'hui, j'ai une grande crainte sur le fait que cette motivation, cet élan de réduire les émissions soit quelque chose qui soit partagé par tous et qui soit soutenu par tous, y compris par les investisseurs, les filières, etc. Et j'ajoute 2 choses à ça, c'est que c'est très difficile à communiquer aux consommateurs et aux citoyens, c'est très abstrait, et c'est très abstrait aussi pour l'agriculteur. Alors ça génère beaucoup de comptabilité, beaucoup de paperasse, beaucoup de choses qui sont très intéressantes, qui font vivre des gens, mais au final, on a du mal à se l'approprier. L'eau, c'est un élément physique. C'est un facteur limitant de la production. Donc on n'a pas besoin d'un élan autre que le seul élan de survivre. Survivre, pouvoir alimenter les usines, si on parle d'un industriel, pouvoir boire et pouvoir éviter d'être les pieds dans l'eau ou avec des irrigations trop lourdes l'été. Et cet instinct de survie, cet instinct de santé, il nous lie directement à l'eau. Eric le disait, on est composé d'eau, c'est un élément vital. Donc moi je suis persuadé que ce moteur de l'eau, qui est directement connecté à la vie du sol, est probablement le plus grand relais à long terme de cette agriculture, cette transition vers des sols vivants et vers l'agriculture régénératrice. Donc on voit en fait que cette question de l'eau, c'est une question qui est vitale à l'échelle de la planète, c'est une question en fait qui est reliée au sol, aux écosystèmes, avec des choses qui nous dépassent. Et ça, c'est vrai au niveau géographique, c'est vrai aussi au niveau des filières, du citoyen. Et donc, je vous interrogerai là-dessus, Eric, pour conclure. La synthèse de tout ça, de toute façon, c'est qu'il n'y a pas de solution unique. C'est pas en fait parce qu'on va avoir de l'agriculture de régénération et des sols bien organisés et poreux qu'on va réussir. C'est pas parce qu'on va replanter des arbres. C'est pas parce qu'on va mettre des sondes. C'est pas parce qu'on va mettre des activateurs biologiques. Mais en fait, l'ensemble de ces solutions doivent être adoptées dans des systèmes de manière cohérente. Et en fait, ce qui fait que la problématique qu'on a de changement climatique, c'est avant tout une problématique humaine, de réinventer un dialogue. Et j'ai envie de vous entendre, Eric, avec votre regard de sage global. Là, on est entre agronomes ou professionnels de l'agriculture. On parle d'irrigation, de sondes, de sol, de vers de terre, d'agronomie, de filières. On sent que l'agriculture est complètement déconnectée, ou
complètement, c'est peut-être un grand mot, est partiellement déconnectée de nos citoyens qui la connaissent très mal. Quelles sont les pistes au niveau de nos sociétés? Quelle orientation on doit prendre? Parce que le sujet de l'eau est vraiment un sujet rassembleur. Alors, c'est le sujet de l'eau, mais plus généralement, moi je suis frappé, c'est le sujet de la vie même. C'est-à-dire, pourquoi l'eau c'est la vie? Si on simplifie, c'est que l'eau, je le disais, l'eau c'est le lien. C'est-à-dire à l'échelle de la cellule, comme à l'échelle du pays, s'il n'y a pas un transport des nutriments, c'est la mort. C'est aussi valable, encore une fois, à l'échelle de la cellule. Donc la cellule meurt, la région meurt, le pays meurt, et la terre elle-même finir par mourir. Donc notre défi, il est celui de réussir à vivre ensemble. C'est ça qui est passionnant. L'eau, c'est un grand défi de se réinventer société, au lieu d'être chacun dans son truc, premièrement. Deuxièmement, et lié à ça, c'est la connaissance. Je suis l'exemple même de ça. J'étais prof d'économie dans des beaux endroits, l'école normale, tout ça. Je connaissais rien du sol, jeune encore con que j'étais. C'est pas possible. Moi, je vois l'ignorance invraisemblable. J'ignorais tout des champignons. Or, le champignon, c'est pour ça que moi, j'accompagne Mycophyto. Pourquoi? Parce que je connaissais les racines, mais je ne savais pas que les champignons, c'est des filaments. Et qu'est-ce que c'est les filaments? Évidemment, c'est les alliés des racines. Et s'il n'y a pas les alliés, ben on a une seule armée, mais il n'y a pas son allié. Donc, vous voyez, toutes ces questions. Alors, ce que je veux dire, c'est que tout ça, c'est... On a besoin d'histoire. On a besoin d'histoire. On a besoin de raconter. On a désenchanté la vie en la technicisant et à la morcelant. Et si on la réenchante en racontant l'histoire, c'est pour ça que j'aime tant le livre de mon ami Julien, Le Chant du sol, mais regardez le film formidable, Le Chant des forêts. On a besoin de ça. C'est-à-dire qui nous porte à nous-mêmes, qui nous porte vers les autres. Pardon si vous trouvez grotesque cet humanisme, mais j'y crois complètement. Si on ne réussit pas à faire société, évidemment, ce n'est pas en morcelant. Les solutions morcelées sont des solutions qui ne marchent pas et qui ne vont pas durer. C'est pour ça que l'eau, ce que je vous disais, ce n'est pas seulement le moteur, mais c'est le miroir. C'est pour ça que les religions se sont tellement appuyées sur l'eau, parce qu'elles savaient bien que c'était la source de la vie. Alors, on est croyant ou pas croyant, on a 1000 formes d'être croyant. Mais vous voyez, c'est ça. C'est-à-dire, l'eau n'est pas seulement technique. C'est ça ce que je veux dire. C'est pas seulement une solution. Le pire, c'est de penser qu'il y a une recette unique, technique. Eh bien, c'est pas vrai. Avant de conclure, on arrive vers la fin. Je vous laisse applaudir. Donc, attends, ça veut dire que tous les âges... J'avais réussi à le couper. Tous les âges. Oui, j'avais réussi. Tous les âges. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on travaille avec les enfants. Moi, j'ai lancé un petit truc qui s'appelle « Adopte ta rivière ». C'est-à-dire faire adopter par des classes de CM2, une fois par trimestre, ils vont au bord de la rivière. Le plus près de... Eh bien, je vais vous dire qu'à la fin de la journée, ils ont une autre vision de la rivière et de l'eau et de la vie. Et donc, c'est très simple. Sauf que... les institutions, Éducation nationale ou Office français de la biodive, ils ont, je ne sais pas à quoi ils pensent, mais pas à ça en tout cas. Alors maintenant, et promis Eric, je vous laisse le dernier mot tout à l'heure, mais chacun, en guise de conclusion, on a vu en fait que c'était des problématiques complexes, c'était des problématiques techniques, c'était des problématiques sociales. Chacun, dans votre métier, en fait, comment est-ce que vous voyez la suite concrètement sur ces questions d'eau? En fait, quel est le message? C'est maintenant qu'il faut agir dans vos métiers. Qu'est-ce qui se passe maintenant, dans 10 ans, dans 20 ans? Alors pour moi, c'est 3 choses. Et 3 choses sur lesquelles on travaille chez Earthworm. La première, c'est conserver le plus de forêts possible, parce que c'est elles qui nous alimentent en eau. Replanter autant que c'est possible dans les territoires, parce que ce seront autant d'arbres qui alimenteront ce cycle de l'eau. Et puis 3, et c'est le plus important à mon avis, c'est de travailler ensemble autour de où vit l'eau et où elle se trouve, le sol, qui est un point pour faire société.
En fait, le sol, c'est plus qu'un milieu. C'est ce sur quoi on cultive, c'est ce grâce à quoi on mange, c'est ce qui retient l'eau. Et c'est dans les territoires, et j'insiste sur le territoire parce qu'on arrive à avoir une vision commune et partagée dans un territoire où viennent des filières, où viennent différents acteurs, où habitent les gens. C'est là qu'on peut travailler avec efficacité, et nous, c'est la direction qu'on a choisie. Et du côté de Maïsadour, comment justement vous voyez cette question de l'eau de la suite? Il y avait vraiment cette utilisation là, de l'agriculture de précision pour la gestion vraiment locale et parcellaire. L'objectif demain, et notamment avec Solvision de chez Winat, c'est prendre un peu de hauteur, avoir une vision plutôt globale à l'échelle d'un territoire de cette eau. Et pour conclure, j'aime bien à dire il faut passer de l'agriculture de précision à l'agronomie de précision finalement, pour vraiment avoir le sol qui joue ce rôle central dans la connaissance et dans la gestion de l'eau. Et Jérôme, même question. Comment est-ce que tu vois Winat dans cette équation avec quelques variables? Alors moi mon dada, c'est l'utilité. C'est-à-dire, moi, je souhaite, et je n'ai que ça en tête, que Winat soit utile aux agriculteurs pour bien comprendre ce qui se passe dans leur sol. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils aient des outils simples et faciles à utiliser. Et peut-être que la prochaine étape de Winat, c'est que ce soit encore plus utile aux conseillers des agriculteurs et encore plus utile aussi aux directions, aux directions des grandes structures mondiales qui s'approvisionnent avec les agriculteurs, qui puissent piloter encore mieux leur chaîne de valeur, piloter leurs risques, mais toujours cette notion d'utilité, c'est-à-dire faire des outils utiles sur le terrain qui fonctionnent, qui marchent et qui sont de qualité et en lesquels on a confiance et dont le prix peut-être dans le temps peut aussi devenir plus accessible, avec ou sans capteur, et aussi d'être utile à toute la chaîne de valeur, de l'agriculteur jusqu'au décideur, du conseiller agronomique, en passant par un décideur qui peut être le responsable de l'innovation, le responsable de la supply chain, le responsable de l'achat ou une direction générale. Et c'est ça qui nous guide chez Winat, c'est de faire des choses utiles. Merci. Et donc là, pour le coup, Eric, c'est le mot de la fin. J'ai envie de m'adresser aux sages, quelqu'un qui a vu beaucoup de choses, qui a eu beaucoup de casquettes, parce que professeur d'économie, qui a aussi côtoyé de près la politique, qui est académicien, qui a parcouru la planète. Que doit-on faire collectivement, nous en tant que professionnels de l'agriculture et la société, pour pouvoir répondre aux enjeux et avoir une chance de réussite? Moi, il y a un truc qui me frappe. On dit que les humains, ils ont peur de la mort. Moi, plus ça va, je pense qu'ils ont d'abord peur de la vie. Et qu'il faut l'explorer, la vie, être gourmand d'elle, être l'inventer, être la connaître, et dans tous les domaines. Et encore une fois, Dieu sait si j'aime la science. On était hier à un grand débat formidable des apports de la science et de la recherche à l'agriculture avec l'INRAE, mais ce n'est pas suffisant. Il faut au sens strict enchanter. Alors préparez-vous. En 2028, il se trouve que Bourges, qui n'est pas dans l'Adour, mais Bourges sera capitale européenne de la culture. Il se trouve que j'ai écrit un texte racontant l'histoire d'un fleuve mythique qui serait une sorte de Danube, du Rhin, du Rhône, de la Garonne, un fleuve mythique. Et cette histoire du fleuve mythique a été mise en musique. Donc il y aura un oratorio, ça s'appelle O, avec ce que tu disais, avec un accent circonflexe, et cet oratorio, ce petit opéra, sera joué dans les 28 pays de 27, peut-être 28, de la communauté européenne. Donc vive la vie, vive l'eau et large soif. Merci à tous.